Bonsoir à tous, bienvenue dans Plus d'Actu. Il faut améliorer l'efficacité énergétique de nos logements. C'est une obligation légale qui s'impose, qui va s'imposer à tous les propriétaires de bâtiments. Et c'est plus facile à dire qu'à faire, particulièrement pour les copropriétés. Dans les immeubles à appartements, ça peut devenir un véritable casse-tête, un parcours du combattant. Alors comment faire? On en parle ce soir avec nos invités. Voilà des invités que je vais vous présenter tout de suite, en commençant par vous, Eleonora Maggiore. Bonsoir. Vous êtes chargée de projet à Syndic Réno Support. C'est un soutien donc aux syndics dans la rénovation énergétique des bâtiments. Et puis Xavier Peinart, bonsoir. Vous êtes facilitateur copropriété pour Bruxelles Environnement. Première question pour vous, Xavier. On le voit pour l'instant, il y a énormément d'incertitudes sur l'avenir des primes. Il n'y a pas encore de nouveau gouvernement bruxellois. On ne sait pas encore ce qui sera prévu à l'avenir. Est-ce que ça, c'est un frein aujourd'hui pour les copropriétaires à se lancer dans des projets ? Inévitablement, c'est un frein, puisque les projections budgétaires qu'une copropriété peut réaliser, initialement, étant donné le système de primes qui était en place, toutes ces projections budgétaires ont été réalisées avec la prise en compte de ces primes. Aujourd'hui, comme il y a une certaine incertitude, un certain flou, cela évidemment empêche, ou en tout cas cela ralentit fameusement les copropriétés à se lancer, à signer un bon de travaux pour démarrer des travaux de rénovation énergétique. Oui, alors Eleonore, vous le constatez aussi, il y a plusieurs syndics qui disent on appuie sur le frein, on attend de voir ce qui va arriver. Tout à fait, c'est quelque chose qu'on constate sur le terrain, qu'on nous remonte quasi quotidiennement. Il faut savoir que pour une copropriété, ça prend du temps de se mettre en route, ça prend du temps de choisir un architecte, de démarrer les études. Et donc, quand on arrive au moment de réaliser les travaux, il y a généralement plusieurs mois, plusieurs années de travail. Et donc, le fait de se trouver d'un coup avec une grosse incertitude vient vraiment refroidir et bloquer un peu certains projets. Ouais, juste une question, vous conseillez quand même d'y aller pour ceux qui sont intéressés, vous leur conseillez, allez-y, lancez-vous, commencez à étudier le projet ? De toute façon, parce que les études prennent du temps, le fait de prendre des décisions en copropriété, cela prend énormément de temps. Comme le dit Eleonora, ce n'est pas rare d'avoir 3, 4, 5 ans pour mener à bien même l'isolation simplement d'une toiture. Donc voilà, il ne faut pas hésiter maintenant à s'arrêter par cette incertitude liée aux primes. Il faut continuer à faire les études pour être prêt le jour où on aura des informations sur le système d'aide qui sera mis en place. Alors ce qui est sûr en tout cas, c'est que vous avez du pain sur la planche, tous les deux. On va le voir avec ce petit tableau que je vous invite à découvrir tout de suite. C'est le nombre de Bruxellois qui vivent en appartement. Il y en a 55%. Il y a 23 349 associations de copropriétaires et 89% des appartements construits avant 1980. Dans ce chiffre-là, 89%, Xavier, il y en a énormément qui ont besoin de travaux énergétiques aujourd'hui. Inévitablement, parce qu'avant les années 80, on isolait très très peu les parois, donc l'enveloppe des bâtiments. Et donc ce sont tous des bâtiments qui ne sont pas isolés, qui sont bien souvent aujourd'hui même des passoires énergétiques, donc qui perdent de l'énergie et de l'énergie et de l'énergie. Et donc le fait de pouvoir les isoler, de pouvoir les protéger de ces pertes thermiques est primordial, et c'est un défi très important. Oui, alors on le dit, ça prend du temps, c'est compliqué. C'est quoi le plus compliqué, Eleonora ? En fait, le plus compliqué, c'est qu'une copropriété ne doit pas se préoccuper que de la rénovation énergétique. En fait, la rénovation énergétique, c'est une nécessité. Aujourd'hui, ça va devenir une obligation de plus en plus, mais ce n'est pas du tout le seul enjeu pour les copropriétés. Un bâtiment qui date de 1980 ou plus tôt, vraisemblablement, il vieillit aussi. Et donc, il y a énormément d'autres travaux d'entretien, de réparation de problématiques qui sont nécessaires. Et donc, plutôt que de voir uniquement la rénovation énergétique tout seul, il faut essayer d'allier les deux. Pour l'instant, c'est toujours au second plan. On se dit d'abord, on va faire le plus urgent, et la rénovation énergétique, on n'y pense pas encore, ou en tout cas, on le met sur le côté ? Non, pas vraiment. On voit qu'il y a une prise de conscience dans les dernières années qui existe.
Par contre, là je reviens un petit peu sur les primes, mais c'est vrai que les primes ont vraiment ce rôle essentiel. C'est-à-dire que généralement, on doit faire des travaux parce qu'on doit faire des travaux, parce qu'il y a des bétons qui tombent, il y a de l'eau qui passe par la toiture, et donc on doit commencer. Et donc le fait d'avoir accès à des primes, souvent, est en fait un élément pour se dire on doit le faire de toute façon, donc faisons un peu mieux. Ouais, et pour vous, donc, le maintien des primes est essentiel. On parle aussi dans les propositions de dire revoir les primes et faire des prêts, par exemple, à taux réduit. Pour vous, le système des primes est plus efficace, plus incitatif? Les deux sont nécessaires. Il faut savoir que dans la copropriété, aujourd'hui, l'offre bancaire est souvent insuffisante, que ce soit en termes de délai, en termes de plafond maximal. Donc le fait d'avoir des réflexions sur un prêt à tarif avantageux, c'est bien. Par contre, les primes, elles ont vraiment un double effet. Il faut savoir qu'en copropriété, il y a des plafonds sur les primes. Donc dans une maison, on peut avoir droit jusqu'à 50 000 euros de primes. Dans une copropriété, on peut avoir droit jusqu'à 200 000 euros de primes. Quand on pense que souvent, il y a des immeubles avec 200 appartements, en fait, finalement, le coût par ménage est plus bas qu'en cas de prime pour une maison. Ouais. Alors, il y a des copropriétaires qui se sont déjà lancés. On a eu l'occasion d'aller en voir certains, notamment cette propriété à Scarbeck. Vous allez le voir dans cet extrait de reportage qu'on a réalisé en 2022. Une lumière allumée dans un espace commun, c'est une charge énergétique pour les copropriétaires. Mais pour ceux de Media Gardens à Scarbeck, depuis mars, les dépenses liées à l'énergie ont diminué. Et le secret, 314 panneaux photovoltaïques et 3 cogénérations au gaz. Quand on a commencé à réfléchir à ce projet, la situation n'était pas encore aussi critique qu'aujourd'hui, mais c'était plus pour mettre Media Garden et la copropriété en avant et essayer d'être à la pointe de la technologie, réduire nos charges. Après une longue réflexion, les copropriétaires se sont tournés vers What Matters, des producteurs bruxellois d'énergie partagée pour copropriété et bâtiments publics. Et outre la diminution des émissions de CO2, c'est aussi une réduction budgétaire des communs. On estime que sur la durée de vie, sur les 10 ans qu'on est en contrat avec eux, ils vont gagner 800 000 euros sur leur charge énergétique. Et entre l'année 10 et l'année 25, sur les panneaux solaires uniquement, ils vont encore gagner 200 000 euros et on arriverait à environ 1 million d'euros de réduction de charge énergétique. Voilà un exemple, il y en a sans doute d'autres. Vous l'avez dit, il y a pas mal de copropriétés qui sont en réflexion pour l'instant, qui hésitent peut-être à se lancer. C'est quoi le plus compliqué? C'est mettre d'accord les copropriétaires, c'est trouver qu'ils aient l'argent. Quels sont les plus grands défis? Les défis sont très nombreux et ils se situent à toutes les étapes du processus de mise en travaux. Donc inévitablement, d'abord, il faut passer par une étape pour convaincre. Il faut réussir à convaincre une majorité de copropriétaires que le fait d'avoir une opportunité de travaux, comme Eleonora en parlait, c'est-à-dire par exemple une toiture qui fuite, il faut refaire l'étanchéité, il faut convaincre qu'en même temps, il y a un intérêt à isoler cette toiture pour avoir un retour sur investissement. Oui. Parce que ceux qui habitent au 2e ou au 3e, ils ne sont pas forcément intéressés, ceux-là. Donc il faut effectivement les convaincre. Voilà, il faut les convaincre pour pouvoir avancer. Et donc ça, c'est donc le premier frein, c'est de réussir à convaincre tout le monde, ou en tout cas un maximum de pouvoir réaliser cette rénovation énergétique pour pouvoir tout simplement diminuer les consommations, qu'elles soient individuelles ou collectives. Et puis il faut l'argent, j'imagine. Et puis évidemment, le nerf de la guerre, ça reste l'argent. Il faut réussir à financer ces travaux. Et donc voilà, c'est toute une série d'étapes que les copropriétés doivent franchir. Ce sont des étapes qui mettent souvent simplement 4 ou 5 ans. Il faut aussi idéalement désigner un architecte pour être accompagné, pour faire des travaux de qualité et qu'ils finissent par être efficaces en fin de chantier et qu'on puisse espérer réellement les économies d'énergie telles qu'elles étaient annoncées initialement. Oui, parce que 4-5 ans, ça peut paraître énorme comme période. Et est-ce que les syndics sont outillés aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont les compétences nécessaires? Parce que finalement, c'est une mission en plus, ça. Oui, alors il faut bien se rendre compte que le syndic, il a une mission de généraliste. Il a une mission de chef d'orchestre, de meneur, mais c'est jamais lui qui va faire les analyses techniques pour dire il faut choisir tel type d'isolant ou tel type d'isolant. Donc pour ça, c'est comme Xavier le disait, c'est super important de se faire accompagner. Par contre, nous, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, il y a aussi un besoin de mutualisation. Parce que si chaque syndic doit développer ses propres outils, ses propres bonnes pratiques, ses propres réflexes, en fait, c'est vraiment du un par un. Et aujourd'hui,
aujourd'hui, le niveau de connaissance est suffisant pour les syndics et pour les entreprises aussi, par exemple. Est-ce qu'on les trouve facilement? Est-ce qu'il y a des marchés? Est-ce qu'il y a des architectes? Ou alors il y a encore pas mal de boulot dans ce domaine? Donc, dans ces deux domaines, il y a vraiment des problématiques différentes. Au niveau des syndics, c'est surtout une question de surcharge de travail. Donc, nous, on met en place aussi des formations assez succinctes pour vraiment leur donner toutes les clés en un coup par rapport à la rénovation énergétique. Donc, il y a déjà des très bonnes connaissances en termes administratifs, comptables, mais voilà, effectivement, le technique n'est pas généralement notre métier, donc voilà. Et par contre, par rapport aux autres acteurs de la construction, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, la copropriété, c'est une spécialisation. Et donc, souvent, c'est des acteurs qui sont compétents, mais ceux qui travaillent bien et qui comprennent les enjeux de la copropriété, ben là, effectivement, il y en a souvent pas assez. Oui, alors comment on fait pour convaincre dans une copropriété ceux qui renaclent un peu, qui se disent bah, « je ne vois pas l'intérêt, ça ne m'intéresse pas, etc. » Comment est-ce qu'on arrive finalement à amener ces gens vers ce trajet-là de rénovation énergétique? Eh bien, tout simplement, on prend son bâton de pèlerin. Non, c'est une plaisanterie. Mais non, quand on est motivé à pouvoir lancer sa copropriété en rénovation énergétique, on avance, on s'entoure de professionnels pour réussir à faire un minimum d'études, un minimum de calculs qui vont pouvoir derrière être utilisés pour convaincre et pour motiver la copropriété. D'autant plus qu'aujourd'hui, en dehors de tout ce dispositif qui peut être mis en place pour essayer de convaincre, il y a des obligations légales qui vont arriver dans quelques années. Et donc certains logements, qui sont les plus mauvais énergétiquement parlant aujourd'hui, ne pourront plus exister dans quelques années. Et donc l'ensemble de la copropriété doit être mise face à ses responsabilités par rapport au fait que l'ensemble des logements qui y sont présents doivent être tous performants. Et ce n'est pas parce qu'on est en plein milieu de l'immeuble et qu'on a une performance assez élevée actuellement qu'on peut faire fi de l'ensemble des autres appartements dans la copropriété qui sont moins bien situés, sous toiture, au rez-de-chaussée. Et donc, il y a aussi un rôle moteur du syndic, finalement, parce qu'on a l'impression qu'il faut parfois une bonne dose de psychologie. Hein. Alors, effectivement, après, moi, j'aime toujours utiliser aussi l'argument du fait qu'il faut remettre du bon sens aussi dans ce qu'on fait. Dans le sens où le syndic est la personne qui connaît la copropriété, qui va connaître les profils, qui va connaître la situation financière, la situation juridique, etc. Et donc, en fait, en analysant une copropriété, on peut voir parfois que l'ordre idéal d'un point de vue énergétique n'est peut-être pas le bon ordre pour cette copropriété-là. Parfois, il vaut mieux commencer par quelque chose de petit. Parfois, il vaut mieux commencer par des travaux d'isolation des conduites, de régulation du chauffage, etc., qui vont donner des gains directement et qui donc vont, en quelque sorte, mettre en confiance, mettre en mouvement, plutôt que de tout de suite partir avec la Rolls-Royce qui risque d'échouer au premier virage. Donc c'est une politique des petits pas, en fait. Tout à fait. Ouais. Donc, quand on essaye de convaincre au début, on attaque essentiellement sur l'installation de chauffage. Ce sont des investissements qui sont relativement limités et qui ont un impact qui peut être relativement important. En ayant une bonne installation de chauffage, bien isolée, bien régulée, on peut facilement faire de l'ordre de 10, 15, voire même 20% d'économie d'énergie dans son immeuble, avec des investissements qui sont très vite rentabilisés parce que ce sont des choses qui coûtent beaucoup moins cher. Ensuite, une fois qu'on a une bonne installation de chauffage, on va devoir, pour diminuer encore ses besoins en énergie et donc ses consommations, on est obligé de passer par l'isolation de l'enveloppe du bâtiment. Là, ce sont des investissements qui sont plus conséquents. Une toiture, ce n'est pas encore un investissement énorme, mais par contre, des façades, ce sont des investissements beaucoup plus importants qui nécessitent éventuellement le passage par un permis d'urbanisme. Donc, ce sont aussi des délais complémentaires dont il faut pouvoir tenir compte, etc. Donc voilà, c'est vraiment un parcours de longue haleine avec lequel il faut s'accrocher. Mais vous le dites, l'argent c'est le nerf de la guerre. Alors que fait le syndic si finalement il y a des personnes qui disent mais moi je suis désolé mais j'ai pas l'argent pour financer ces travaux aujourd'hui. J'imagine que ça doit quand même arriver assez souvent ce ça type arrive. Après, nous on essaye de s'intéresser à voir les copropriétés qui arrivent, qu'est-ce qu'elles font, et on voit que en fait généralement il n'y a pas une solution financière qui va répondre à tout. C'est pas que le fonds de réserve, donc c'est l'épargne de la copropriété
qui va être suffisante, ce n'est pas qu'un emprunt qui va être suffisant. Parfois, il y a vraiment des solutions mixtes à trouver, en sachant que parfois, il y a des avantages spécifiques. Par exemple, souvent, quand on est un peu plus âgé ou quand on n'a peut-être plus accès à un crédit à titre individuel, par contre, on y a accès en tant que copropriété. Et donc, voilà, c'est vraiment, comme je disais, connaître la copropriété pour trouver en fait le mix de solutions qui va quand même permettre d'avancer. Oui, et puis il faut éviter aussi que le conflit ne s'enlise. Alors ça, on a l'impression que c'est quand même que la composante humaine est très importante hein, dans cette négociation, dans cette présentation. Une copropriété, c'est une mini-démocratie en quelque sorte. Donc voilà, c'est... Ouais. Et donc vous, cette composante humaine, elle est essentielle finalement. C'est presque un sacerdoce de mener ce genre de projet parfois. Tout à fait, elle est essentielle et donc souvent la clé du succès, c'est le temps. C'est de prendre le temps de convaincre, d'écouter tout le monde pour recueillir tous les avis, de voir un petit peu quels sont les objectifs de chacun, quelles sont les attentes de chacun par rapport au devenir de la copropriété et d'essayer, en mixant l'ensemble de tous ces avis, de voir un petit peu pour proposer une solution finale qui essaye de rencontrer un maximum d'intérêts. Et c'est là qu'on obtient vraiment le plus grand consensus pour réussir à passer à la mise en travaux. Oui, avec des risques de conflit de génération, avec effectivement dans un immeuble, il y a beaucoup de choses qui peuvent se produire. Donc, est-ce qu'il y a des trucs et ficelles finalement au niveau psychologique hein, parce que j'imagine que ça joue un rôle très important aussi. Tout à fait. Donc il y a un premier très grand frein, c'est le fait, comme on le disait, isoler la toiture, ça va ne profiter qu'aux derniers appartements qui sont directement en dessous. Eh bien, dans la négociation, dans la discussion, une des solutions, c'est de mettre le phasage de la rénovation énergétique de la copropriété sur une période plus longue, de l'ordre de 10, 15 à 20 ans. Ouais. Qui permet aussi d'isoler le sous-sol qui est sur cave et donc profiter aux appartements du rez-de-chaussée, d'intégrer l'isolation d'une façade arrière qui permet de profiter à tous les appartements. Ouais. Donc il faut que tout le monde y retrouve ses billes finalement, c'est ça que vous dites. Et ce qui est important aussi, c'est que le côté obligatoire ne peut pas être le seul argument mis en avant. Et même le côté économie sur facture, c'est quelque chose qui prend du temps, il faut avoir fini les travaux. Donc en fait, il faut vraiment mélanger une série d'arguments et souvent les arguments qu'on constate sur le terrain qui parlent le plus sont des arguments qui touchent vraiment les gens de proche. C'est-à-dire, c'est en fait isoler son bien, c'est aussi s'assurer qu'il va garder une valeur dans le temps. C'est aussi s'assurer que si la paroi est plus chaude et moins froide, mais on aura une sensation de confort au quotidien qui est meilleur. Et donc, en fait, il faut vraiment aller chercher tout un panel de très bonnes raisons d'isoler et ne pas se cantonner à « oui, parce qu'il faut ». Oui, mais par rapport à ça, est-ce qu'on n'a pas aussi une attitude différente si on est propriétaire occupant ou si on est un investisseur et qu'on achète ça finalement pour avoir une rentabilité financière punt on the lane? Inévitablement. Maintenant, un appartement qui est énergétiquement efficace, qui a un PEB qui est intéressant, un PEB A, B ou C, est inévitablement sur le marché un bien qui peut être loué de manière avec des tarifs plus intéressants, plus élevés. Donc voilà, les deux types de propriétaires, évidemment l'occupant aura a priori plus d'intérêt que le bailleur, mais le bailleur, pour la garantie de la conservation de son bien sur le long terme, a tout intérêt à passer aussi par la rénovation énergétique. Oui, alors vous le dites, ça prend longtemps, là vous parliez de parfois étaler ça sur 15, 20 ans. On sait qu'il y a des obligations légales et quand on vous entend, on a l'impression que le chantier est titanesque. Oui, mais en même temps, en fait, les copropriétés font déjà beaucoup de travaux. Je pense que le système de la copropriété, il existe parce que il faut faire des choses ensemble et donc il faut mutualiser les efforts. Et donc c'est pour ça que c'est vraiment important de pouvoir cueillir les opportunités quand elles arrivent. Je rigolais un tout petit peu tantôt par rapport au permis parce que en réalité, souvent, le moment où il y a des infiltrations, c'est le bon moment pour faire l'isolation. Mais si on doit demander un permis et que ce permis risque de prendre 1 an pour être obtenu, on risque de faire le minimum. Et le problème là, c'est que des travaux qui auraient pu être faits aujourd'hui, en fait, si on vient de toucher à la façade, on ne va plus y toucher pendant 10, 15, 20 ans. Et donc voilà, c'est vraiment un enjeu de ces bâtiments, ils sont vieillissants, il faut y faire des choses et donc c'est vraiment de récolter les opportunités quand elles arrivent au fur et à mesure avec du bon sens technique. Oui, alors juste une question pour vous. Vous êtes facilitateur, vous connaissez donc
très bien la législation bruxelloise. Selon vous, est-ce qu'il manque des instruments aujourd'hui où la législation finalement est adaptée aux défis qu'on doit rencontrer ? Mais la législation en matière énergétique, elle est, sur les futures obligations, elle est naissante. Donc il y a encore un certain nombre de paramètres, de données qui doivent être précisés au fur et à mesure de la montée en place de ces obligations. Et donc il est certain que l'absence de vue claire sur tous ces paramètres, mais qui doivent être étudiés sérieusement, et c'est le cas, hein, ils sont en cours d'études sérieux pour pouvoir, une fois qu'ils sont mis en application, pouvoir être efficaces et ne pas trop se retrouver dans des problèmes irrésolubles. Ouais, parce qu'il y en a certains qui disent oui, on devra avoir des tels PEB en telle année, mais le politique peut toujours changer d'avis. Regardez, il vient de le faire pour la laisse. Est-ce que ça, vous pensez que c'est des arguments qui tiennent la route ou pas ? Ou tôt ou tard, on est contraint à améliorer l'efficacité énergétique ? Ça reste une réaction court terme. Inévitablement, le planning pourrait évoluer légèrement en fonction des évolutions politiques. C'est quelque chose que les Belges connaissent bien. Donc je ne vais pas mentir sur ce sujet-là. Par contre, inévitablement, les choses vont se mettre en place. Je prends toujours cet exemple que les copropriétaires connaissent bien. C'est que les ascenseurs, ça fait 20 à 30 ans qu'on en parle de leur rénovation. Aujourd'hui, toutes les copropriétés ont dû ou vont devoir très rapidement mettre en conformité leur ascenseur. Donc certes, ça a été annoncé il y a très longtemps, cela a pris beaucoup de temps, mais inévitablement, un jour, la chose doit se mettre en place parce qu'il y a des enjeux qui dépassent l'échelle de la petite copropriété. Et donc, en termes de rénovation énergétique, l'Europe a fixé des objectifs pour 2050. En 2050, toutes les régions, tous les pays d'Europe devront avoir fameusement diminué leur émission à gaz à effet de serre. Et à Bruxelles, inévitablement, on doit agir sur le logement pour pouvoir atteindre ces objectifs. Oui, alors juste une question, vous avez l'impression qu'aujourd'hui les syndics sont prêts à faire ça, ils ont compris l'urgence de la chose par rapport à ce défi-là et par rapport à tout le boulot qu'il y a à faire ? Je rebondis sur ce qu'on disait à l'instant. En fait, il faut avoir un cadre clair parce que, comme on l'a dit, une copropriété, ça prend longtemps. Si on leur dit en 2030, finalement, qu'ils doivent être quelque chose pour 2033 et qu'on leur donne qu'à ce moment-là les outils pour savoir clairement ce qu'ils doivent faire, ça sera trop tard. Oui. Et donc, ce qui est important déjà aujourd'hui, les syndics en soi, un syndic est le mandataire de la copropriété. Donc, ils sont prêts dans le sens où, voilà, ils peuvent avoir accès aux informations, ils peuvent le faire. Mais en fait, tant qu'il n'y a pas un cadre clair et un cadre adapté, parce qu'il faut quand même... Et justement, par rapport à ça, ce cadre, pour vous, il n'est pas assez clair, pas assez adapté ? Aujourd'hui, le cadre, il n'est pas tout à fait défini et il faut se rendre compte que les copropriétés, c'est un public particulier. Quand on pense à la rénovation énergétique, on prend d'un côté les particuliers, d'un côté les entreprises, et les copropriétés se trouvent quelque part au milieu. Et donc, il y a vraiment un terme de responsabilité entre la responsabilité privative et commune, en termes de quel type de rapport il faudra faire, quel type d'expert, etc. Là, il y a un travail qui est en cours, mais qui est absolument nécessaire et rapidement pour que les copropriétés, justement, puissent voir à quoi c'était. Alors, dernière question, on y arrivera ? Vous avez l'impression qu'on y arrivera ? Parce que ça a l'air vraiment d'être un chantier énorme. C'est un très gros chantier, mais on y arrivera. Et la législation, aujourd'hui, elle a quand même donné des lignes directrices très très claires. Donc le fait de devoir y aller, il ne faut pas en douter. Il faut y aller et il faut continuer d'avancer. Merci en tout cas d'avoir éclairci un petit peu la question sur ce plateau parce que vous l'avez vu, c'est assez complexe. Merci d'avoir été des nôtres. Demain, c'est un... plus d'actu politique que j'aurai le plaisir de vous présenter. Je recevrai la ministre de l'Enseignement supérieur, Valérie Glatini.